choisi le sujet du prochain fact en fin de vidéo. Avant de commencer la vidéo, je me permets de vous remercier premièrement pour le soutien que vous m'accordez. C'est assez fou le monde qui se réunit sur ma chaîne ces dernières semaines et nous avons même passé le cap symbolique des 10 000 abonnés. Donc un grand merci. Secondement, je vais changer le nom de cette dernière pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on m'a fait la remarque que Ryuzaki a été bridé dans les recherches YouTube à cause de Ryuzaki de Death Note. Secondement, il paraît que le pseudo est assez compliqué à retenir et même mon adresse mail pour les contacts professionnels n'est plus bonne non plus, n'est plus à jour. J'ai donc décidé au palier de 10K de réfléchir réellement un changement de pseudo. Et comme je revois les Dragon Ball et que je suis arrivé à l'arc Saiyan, j'ai pensé à prendre le nom d'un légume en anglais pour premièrement avoir un côté humoristique, mais en même temps avoir un nom Saiyan. C'est ainsi que Yams est né, signifiant patate douce, mais ayant aussi un côté blase de rappeur. Alors à partir d'aujourd'hui, appelez-moi Yams ou Yamsu pour les plus intimes. Maintenant commençons, mais avant je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. À la fin du deuxième épisode de Fact et Théorie, consacré à Barbe Noire et son équipage, vous avez voté à la majorité pour que le sujet de ce troisième épisode soit la marine. Et c'est ce dont nous allons donc traiter dans cette vidéo en se concentrant principalement sur les grandes puissances de la marine, à savoir l'amiral en chef ainsi que ses trois acolytes, les trois amiraux, en commençant par Akainu. Aujourd'hui amiral en chef depuis un peu moins de 2 ans, Akainu Sakazuki, âgé de 55 ans, est originaire de North Blue selon la 3ème Vivecard. Bien que beaucoup parlent de Wano Kuni, les informations officielles tentent à nous dire qu'il ne vient pas de l'île des samouraïs. Son épithète, le chien rouge, vient de la légende de Momotaro, décrivant le chien, l'un des 3 animaux qui ont accompagné Momotaro battre Akadonji, le chef des Oni dans le conte. Tout comme pour les autres amiraux, Eiichiro Oda s'est inspiré d'un acteur populaire japonais pour le chara-design de Sakazuki, et ce dernier est Bunta Sugawara. Ironiquement, son nom Sakazuki signifie échange de saké, rituel pour devenir frère que Luffy a fait avec Sabo Ace notamment, et c'est ce même Sakazuki qui tuera Ace devant Luffy. Son fruit du démon, le Logia du magma, lui permet d'avoir des capacités offensives faisant partie du top des capacités que peuvent offrir un fruit du démon. Il est prêt à tuer n'importe quel allié ou civil si ces derniers refusent d'obéir aux ordres, ce qui a mené beaucoup de marines à être insatisfaits de sa façon de faire les choses, et cela pourrait créer quelques tensions qui auront un rôle important par la suite. Il y avait sûrement une partie de la marine qui était pro-Kuzan et donc qui ne s'entend pas du tout avec le nouvel amiral en chef. Akainu a bien évidemment le haki de l'armement et de l'observation, mais ce n'est pas encore précisé s'il possède celui des rois. D'ailleurs, à Marineford, il s'est fait couper et a reçu un coup par Vista et Marco, qui ont utilisé du haki, mais ces derniers ont été incapable de le blesser malgré tout. Cela était l'un des plus grands mystères liés à Akainu et aux capacités des haki, créant une grande vague de théories qui expliquaient que les éveils des Logia permettaient de contrer le haki de l'armement, ou encore que Akainu avait un haki spécial, mais je pense que nous avons la réponse aujourd'hui, et qu'il a simplement fait comme Katakuri, c'est-à-dire prédire les attaques et faire en sorte que son corps prenne la forme de l'épée ou de l'attaque afin de l'éviter. Bien évidemment, il est tout à fait possible que Akainu ait simplement reçu les coups, mais a continué à se battre comme si de rien n'était. Mais contrairement au coup de Barbe Blanche, ces derniers n'ont montré aucun saignement ou autre. Akainu a rejoint la marine en même temps que Borsalino, aka Kizaru, il y a 32 ans et donc 7 ans après l'incident de God Valley. Chose intéressante, puisque ces actions se déroulent toujours autour de la même période, comme pour le flashback d'Oden qui débuta il y a 41 ans. La vision de la justice absolue et cruelle qui définit Akainu comme personnage antipathique et inhumain ne date pas d'hier, ou des actions de Marineford, mais il y a déjà un bon moment, puisqu'il faisait partie des vice-amiraux lors du Buster Call de l'île d'Ohara, punissant un peuple coupable d'avoir seulement voulu connaître l'histoire de leur monde. Seulement, Akainu montre des signes de discorde avec le Gorosei, qui pourrait être très important dans la suite de l'histoire, créant aussi une scission entre le gouvernement mondial et la marine, car Akainu n'est pas le chien aussi docile que prévu. Borsalino Kizaru est l'un des 3 amiraux et le seul qui a gardé son grade d'amiral depuis la période post-ellipse. Il est âgé de 58 ans et donc un peu plus vieux que Akainu. Son épithète Kizaru, signifiant le singe jaune, vient aussi de la légende de Momotaro, et son chara-design est inspiré d'un acteur japonais, Kunie Tanaka. Il possède le Logia de la lumière, le Pika Pika no Mi. Il n'a pas la prestance et la carrure d'un leader, donc il préfère suivre les ordres et faire les choses à son rythme. C'est pour ces raisons qu'il n'a pas essayé de devenir l'amiral en chef, préférant garder son poste d'amiral, et n'a donc pas participé au combat entre Kuzan et Sakazuki. Sa justice est définie comme pas claire dans la Vivecard, il fait un peu ce qu'il veut en réalité sans se prendre la tête, mais répond aux ordres qu'on lui donne. Seulement on ne l'a pas vu arborer la justice absolue de Sakazuki, même s'il n'a pas l'air d'être contre ses idéaux. De plus, il a une relation assez amicale avec Akainu, puisqu'ils ont rejoint la marine il y a 32 ans ensemble. Même si Akainu est devenu l'amiral en chef,
chef, il lui parle comme toujours et est sûrement celui en qui Akainu a le plus confiance parmi les 3 amiraux. La vitesse de Kizaru est l'un de ses atouts majeurs et il est confirmé être un utilisateur des acquis de l'armement et de l'observation. Seulement, rien n'est indiqué pour le acquis des rois, même si je pense personnellement qu'il ne l'a pas, vu qu'il ne veut pas être un leader, un chef et qu'il n'a pas d'ambition particulière à prime abord. Cela serait donc opposé à la définition du acquis des rois. Isho est l'un des 2 nouveaux amiraux de l'ère Akainu, il est apparu pour la première fois à Dressrosa et c'est un homme aveugle âgé de 54 ans surnommé le Tigre Violet. Fujitora, ou l'animal de son épithète, représente l'un des quartiers de Nigashima de la légende de Momotaro. Il est le détenteur du paramecia Zuchi no Mi et est donc le premier amiral qui ne possède pas de logia à avoir été présenté dans le manga. Fujitora est fortement inspiré d'un acteur japonais, mais pour une fois, Oda s'est même inspiré du personnage que cet acteur jouait dans une série de films méga populaire au pays du soleil levant, à savoir Zatoichi. En effet, ce dernier est aussi aveugle et il est connu pour jouer au jeu de hasard, ce qui nous renvoie à l'introduction de Fujitora pour sa première apparition, où il joue à un jeu de hasard, ou comment il a laissé son propre destin et celui des Mugiwara être guidé par un dé. Si à première vue on peut songer à un handicap du fait qu'il est aveugle, il compense complètement la perte de ses yeux avec un acquis de l'observation développé à un niveau hautement supérieur. J'ai toujours considéré que ce acquis offrait 2 capacités distinctes. La première est d'être capable de prévoir dans le futur, de savoir ce que va faire l'adversaire, comme nous avons pu le voir avec le mantra à Skypiea, Luffy à Marineford ou plus récemment Katakuri qui voyait bien plus loin dans le futur et maîtrisait donc cette forme du acquis de l'observation. La seconde est celle permettant de détecter et délaisser ce qui entoure l'utilisateur de ce acquis. Nous avons pu le voir notamment avec Zoro qui sent la présence de carottes à Zou, ou encore lorsque Luffy dit à Kinemon que Law n'est pas mort car il entend encore sa voix, à Dressrosa. L'exemple le plus parlant est cette gêne que le Monster Trio a senti lors de la fin du buffet sur l'île des hommes poissons, car ils ont senti quelqu'un infiltrer le palais et s'approcher de la princesse Shirahoshi. Ces dernières avaient donc senti la présence dans un périmètre de caribou. Et je pense que Fujitora est un maître de cette forme du acquis de l'observation, n'ayant plus du tout besoin de voir avec les yeux pour savoir ce qui l'entoure. C'est ainsi qu'il savait quelle face le dé pointait, ou encore comment il ressentait les expressions des visages du peuple de Dressrosa, qui faisait semblant d'être en colère contre les Mugiwara, mais qui les couvrait en réalité, convaincu que Fujitora n'oserait pas attaquer au vu du nombre incroyable de civils sur le port. Et je vous invite à voir ma théorie sur les origines et le passé de Fujitora pour connaître mon avis complet sur le sujet. Vous trouverez un lien bien évidemment en description. Ryokyugyu est bien évidemment un personnage plein de mystères, n'ayant pas encore été réellement introduit puisque nous avons juste pu jouir d'une apparition ombrée de son physique, alors que Oda a ingénieusement mis en avant son caractère. Il a été mentionné pour la première fois dans le chapitre 713, lorsque Doflamingo dit que lui et Fujitora sont des bêtes de puissance, et est pseudo-apparu pour la première fois dans le chapitre 882 en tant que gardien de la rêverie, rejoint par Fujitora alors que ce dernier était interdit de s'y pointer sous ordre d'Akainu. Il est extrêmement décontracté et prend tout avec une attitude détendue, nous rappelant le caractère de Kizaru. Il a même la flemme de manger depuis 3 ans, et il va même à l'encontre des ordres d'Akainu à son tour aussi, ayant la flemme d'arrêter Fujitora lorsque ce dernier se pointe à la rêverie, et montre donc aussi avoir un très fort caractère qui ne se laisse pas faire aisément. Et c'est assez logique que les amiraux aient un caractère pareil puisqu'ils sont très forts et n'ont en réalité pas vraiment de compte à rendre à qui que ce soit. Ils acceptent la hiérarchie car la marine reste une organisation, mais les amiraux ont toujours eu tendance à faire un peu ce qu'ils veulent, à l'image de Kuzan qui avait laissé Robin fuir à la fin des événements d'Enies Lobby, ou qui n'était pas intervenu malgré le lancement du Buster Call. En somme, les amiraux respectent la puissance et le rôle de chacun, mais ont quand même leur propre volonté et agissent en conséquence de cette dernière. Pour le pouvoir de Ryokyugyu, j'aimerais y revenir sur le sujet dans une prochaine vidéo complètement centrée sur cet amiral plein de mystères. Pour la partie de cette vidéo, je préfère théoriser sur la marine au sens large et donc sur le futur de cette organisation. La marine, dans One Piece, est celle qui se retrouve dans la situation la plus compliquée. Ils doivent répondre favorablement aux ordres et aux demandes du gouvernement mondial d'un côté, mais aussi protéger les peuples de l'autre. Seulement, lorsqu'il y a conflit entre ces 2 obligations, c'est le gouvernement mondial qui prime, comme nous avons pu le voir avec les différents Buster Call. Mais petit à petit, la marine change, la marine s'indiscipline, et cela peut être fortement intéressant, car comme je l'ai fait remarquer en première partie de vidéo, Akainu tient tête au Gorosei et ces détails ne sont pas anodins. De plus, Garp et la marine ne sont pas au courant de l'attaque du gouvernement mondial sur les Nefertari et feront donc tout pour résoudre cette enquête, une enquête qui mettra en avant les travers de ce gouvernement mondial, sans oublier le fait que les Sword, qui travaillent pour la marine, ont appris récemment que le CP0 a eu une réunion avec Orochi. Et bien évidemment, je trouve ça important à souligner que ces événements se sont tous déroulés assez proches les uns des autres, et surtout dans le monde de One Piece où seulement 2 semaines séparent ces événements. On sent ainsi une sorte de tension naître entre le gouvernement mondial et la marine, avec un Akainu amiral en chef qui ne veut pas être simplement utilisé sans rien savoir et essaye de connaître les desseins de ses supérieurs. Le problème étant que le gouvernement mondial veut empêcher que le monde apprenne
ce qui s'est passé lors du siècle oublié, mais Luffy atteindra sûrement Laugh Tale et donc permettra à Robin de traduire et lire le Ryo Poneglyph et ainsi apprendre la vérité. À ce moment précis, je pense que Luffy décidera de s'attaquer au gouvernement mondial et la marine devra donc faire un choix. Après avoir appris la vérité, elle devra choisir entre continuer à protéger ses imposteurs et monstres, que sont Imusama et le Gorosei, ou prendre parti du peuple. C'est ainsi que selon moi naîtra la scission dans la marine, une scission qui se basera sur les petites altercations qui ont déjà commencé. Ainsi, la marine se divisera en deux camps, le camp pro-gouvernement mondial et le camp pour la réelle justice. Et je pense notamment à des marines comme Sengoku, Garp, Fujitora ou Kobe qui ont une vision de la justice très différente et beaucoup plus humaine. Il est vrai qu'il est compliqué à visualiser ce genre de théorie, comme cela ne se passe pas tout de suite, mais je tiens à rappeler qu'un certain soldat de la marine s'est déjà retrouvé exactement dans cette situation et a choisi le côté pirate et peuple au détriment de marine et gouvernement mondial. En effet, ce soldat n'est autre que Tashigi lors de l'arc Alabasta. Alors qu'elle se noyait dans les différents conflits, sa justice et ses idéaux l'ont poussé à défendre et aider les Mugiwara à atteindre Crocodile, corsaire travaillant directement pour le gouvernement mondial, et à même protéger les Mugiwara de se faire capturer par ces hommes. Se sentant impuissante sur place, devant laisser le destin d'un royaume millénaire à des pirates, elle pleura sur sa faiblesse et décida de devenir plus forte. Comme Mihawk l'a expliqué durant l'arc Marineford, Luffy a le pouvoir d'être au centre de tout, d'attirer les gens peu importe leur métier ou rang. Il a sympathisé dès son enfance avec un futur empereur, il est devenu pote avec des rois, il a déjà combattu aux côtés de Marine, etc. Même Fujitora, qui s'est rendu aveugle pour ne pas voir les ténèbres du monde, a regretté pour la première fois cette décision après sa rencontre avec Luffy, voulant savoir à quoi il ressemblait. Vous me direz qu'il s'agit d'un pouvoir vu et revu dans les Neketsu, et je dirais même que c'est l'une des caractéristiques indissociables de ce genre de manga. Par exemple, Naruto a fait pareil avec Neji et Gaara, Goku avec Piccolo et Vegeta, etc. Et c'est pour ça que ceux qui ont côtoyé Luffy et ont une vision de la justice qui protège les peuples et les faibles pourraient se retourner contre le gouvernement mondial à la fin du manga et ainsi nettoyer la marine de l'intérieur et instaurer une nouvelle ère de paix. Et une ère où la marine sera différente. Car si la piraterie peut disparaître, le gouvernement mondial peut disparaître à la fin du manga, je pense que seule la marine n'a pas le droit de disparaître et a un rôle trop important dans un monde couvert à je ne sais combien de pourcentage d'eau. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette théorie et facts qui j'espère t'aura plu. Tu peux laisser ton avis en commentaire et lâcher le gomu gomu no pouce bleu. Et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon nakama en t'abonnant à la chaîne et activant la cloche. C'était Yams, Elpsai Konguru.